Salam alaikum Azaflaoun, bonsoir chers téléspectateurs. Une semaine qui illustre sans détour les limites et les contradictions d'un régime ou d'un pouvoir algérien de plus en plus critiqué. Contradictions soit sur la scène internationale ou interne que cette semaine, on va essayer de décortiquer avec nos invités. Sur le dossier d'abord, on va commencer sur le dossier iranien. Alger affiche une position plus ou moins déroutante puisque entre condamnation sélective et silence face aux violations des droits internationaux, le régime semble prisonnier de ses propres calculs, incapable d'adopter une ligne claire et cohérente. Une ambiguïté qui fragilise davantage sa crédibilité diplomatique d'après beaucoup d'observateurs. Autre illustration de ces choix controversés, l'accord conclu avec Bruxelles, un accord qui, sous couvert de coopération, met en lumière une priorité assumée, celle de préserver les intérêts du pouvoir, d'après beaucoup de militants. Facilité pour les détenteurs du passeport diplomatique, collaboration dans le refoulement des citoyens algériens en situation irrégulière, autant de décisions qui alimentent le sentiment d'un décalage croissant entre les dirigeants et la population. Dans ce contexte, la disparition de Yamin Zeroun, on y reviendra, puisqu'elle raison comme un rappel, celui d'une époque où, malgré les crises profondes, l'État incarnait encore une certaine forme de responsabilité de retenue, un contraste assaisissant avec la défiance actuelle entre le discours du général Saïd Chengriha, ou plutôt enfin, le discours du général Chengriha sur le nouvel ordre mondial pose des questions. Derrière les grandes déclarations, une interrogation demeure. Quelle vision concrète, quelle stratégie réelle pour l'Algérie au-delà des discours officiels? Ambiguïté diplomatique des décisions contestées, discours en décalage. Cette semaine, donc, confirme, comme dira beaucoup d'observateurs, beaucoup plutôt de militants, une tendance lourde, celle d'un pouvoir qui peine à convaincre et dont les choix suscitent de plus en plus de critiques. Donc, c'est ça, chers téléspectateurs, l'autre programme de cette émission. J'ai le grand plaisir d'accueillir donc pour cette émission, à partir de Paris, le membre du secrétariat du Rached, M. Nazim Taleb, est avec nous avec grand plaisir. M. Taleb, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Azoul, marhaba bikum, merci pour l'invitation et mes salutations les plus chaleureuses à vos téléspectateurs. Super, merci beaucoup. À partir de Montréal, avec grand plaisir, M. Djihad Halimi, militant politique, est avec nous aussi. Si Djihad, marhaba bik, merci beaucoup d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Salam alaikum. Super, merci. À partir de l'Ouad, en Algérie, M. Jamal Gssoum est avec nous avec grand plaisir, analyste politique. Si Jamal, marhaba bik. Merci pour l'invitation, le bonjour à vos invités, à la régie sans laquelle rien ne serait possible et à notre cher peuple algérien. Et bien sûr, M. Rafiq Bouhlel est avec nous avec grand plaisir. À partir de Marseille plutôt, analyste politique. C'est Rafiq, marhaba. Merci, bonjour à tous et à toutes, à tous les téléspectateurs, à tous les Algériens et à vos invités aussi. Et encore une fois, merci pour l'invitation. Super, merci beaucoup à vous tous d'avoir accepté notre invitation. Donc, on va commencer par le dossier iranien et la position algérienne. Restez avec nous. Monsieur, d'abord, je vais commencer par avoir votre avis sur cette situation globale, la crise au Moyen-Orient et ses effets sur l'Algérie, globalement sur le monde entier. Monsieur Nazim Taleb, je vais commencer avec vous, si vous me permettez. C'est quoi votre analyse, votre lecture devant ce qui se passe dans le monde, et spécialement dans le Moyen-Orient? Bon, ce qui se passe, il faut déjà dire que c'est une attaque contraire au droit international. Ce qui se passe en Iran, ça relève du crime de guerre, puisque aujourd'hui, ils bombardent les écoles. Rappelez-vous qu'il y a eu 170 écolières qui ont été assassinées le jour même. On assassine des leaders politiques. Aujourd'hui, on bombarde des universités, des hôpitaux. Dernièrement, comment dirais-je,
un pont qui vient d'être construit et qui était pour désengorger une bonne partie d'une région à 30 ou à 40 km de Téhéran. Donc, aujourd'hui, c'est une guerre choisie par les États-Unis et par Israël, contraire au droit international, où il n'y a même pas un mandat de l'ONU, où Trump lui-même n'est même pas passé par le Congrès. Donc, effectivement, c'est une guerre en total... ça relève du crime de guerre, tout simplement. Mais on relève néanmoins que l'Iran, aujourd'hui, est capable, malgré la destruction qu'elle subit depuis le 28 février, est capable de créer des dégâts même colossaux, aussi bien sur Israël, sur les bases américaines, qui sont implantées un peu partout dans les pays du Golfe. Et ceci ne vient pas du néant. L'Iran, j'aime à le rappeler, quand vous voyez les publications scientifiques dans un rapport fait par un organisme américain sur les publications scientifiques en 2018, on trouve que l'Iran a publié 48 000 publications scientifiques, alors que l'Algérie, par exemple, en a publié que 5 000. L'Iran a publié à elle seule 82% de ce qu'a publié l'Afrique tout entière. Elle a publié 83% de ce qu'a publié les pays arabes en 2018. Donc cette puissance de défense aujourd'hui qui est faite par l'Iran et ne vient pas encore une fois du néant. C'est un travail qui a été fait depuis 20-30 ans pour se préparer à cette guerre. Et bien sûr, en relation avec ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'Algérie, aujourd'hui, est-ce que l'Algérie, avec un budget colossal de l'armée de 25 milliards par an, elle est capable si elle est l'objet d'une agression, parce qu'apparemment on est dans un monde complètement sauvage où les règles internationales ne sont plus respectées. D'ailleurs, le ministre de la guerre, Pete Hegseth, il a dit il n'y a plus de règles d'engagement, c'est-à-dire on tue tout le monde, on massacre tout le monde, et le droit international, on ne le reconnaît plus. Donc, l'Algérie, demain, si elle fait face à une attaque de l'ampleur dont l'Iran est l'objet, est-ce qu'aujourd'hui, l'Algérie est capable de se défendre? Et la question qu'on peut se poser... Très bien, monsieur Nazim, on va revenir à ce côté algérien, de toute façon, même avec ces questions que peut-être il y a beaucoup d'Algériens qui se posent. Monsieur Djihad Halimi, je reviens à vous, juste pour analyser la situation. On se dirige vers une escalade beaucoup plus grande que par rapport à ce qui se passe en ce moment. Est-ce que vous avez peur pour le futur je peux dire mondial, hein, parce que les effets de ce qui se passe dans la région de Golfe, elles touchent pratiquement tout le monde. À mon avis, si on regarde l'histoire, on est en train d'assister au déclin de l'Empire américain. Et puis en même temps, on assiste à l'ascension de l'Empire chinois. Donc l'histoire nous dit que cette période d'intersection où est-ce qu'il y a un empire qui chute et un empire qui monte, c'est une période extrêmement très vulnérable. C'est une période où est-ce qu'on ne respecte pas les droits. Donc pour moi, on est là-dedans. Excuse-moi, j'entends un petit retour. Donc, c'est ça, pour moi, c'est une période vraiment très, très dangereuse. Donc, on n'a pas le choix. Il faut y aller prudemment. Excusez-moi, le retour est extrêmement dérangeant. Nous, on vous entend très, très bien, mais on va voir avec la régie, on va essayer de régler le problème. Vous continuez votre analyse, mais on va essayer de régler le problème, M. Halim. Donc c'est ça, c'est une période extrêmement difficile pour nous en tant qu'Algériens parce qu'on n'a pas les moyens, tels que Nazim l'a dit, on n'a pas les moyens de jouer sur cet échiquier-là parce que malheureusement, avec tous les problèmes, on est un jeune pays aussi, on a eu notre indépendance il y a 60 ans. Un peu plus que 60 ans. Notre force militaire, je ne pense pas qu'elle se compare à celle de l'Iran, malgré toutes les ressources financières et humaines qui étaient disponibles. Donc, je comprends un peu la position de l'Algérie. On est dans le mode, comme on le dit, on n'est pas là
On essaye de passer le plus possible inaperçu pendant cette période-là. C'est vrai, c'est regrettable parce qu'on aimerait bien que l'Algérie soit un pays fort, qui se tient debout pour ses principes, pour ses amis, pour ses alliés. Écoutez, le principe de l'Oumma al-Islamiyya, on a grandi avec ça. C'est pas pour dire qu'on est des islamistes, mais on a grandi comme un corps, tu sais, où est-ce que s'il y a une partie qui souffre quelque part, ben nous, on va pas continuer à fêter puis à vivre notre vie dans l'indifférence. Donc ça m'attriste un peu. Mais pour prendre des positions courageuses, ça prend les moyens et malheureusement, on n'a pas ça présentement. Très bien. Mais si Jamal Gessoum, à votre avis sur la situation générale, le nouvel ordre mondial, les menaces pratiquement sur tous les pays, c'est quoi votre analyse sur cette situation grave, M. Gessoum? Après, Charles Toura, c'est plus d'un mois depuis le début de cette guerre. Écoutez, vous savez, la question des relations internationales et précisément du droit international n'est plus dans le format ou les formats que nous avons connus dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et on le voit bien à travers le Conseil de paix qui a été organisé par Donald Trump, prenant place ainsi à l'Organisation des Nations Unies, seule instance internationale habilitée à prendre des décisions d'ordre international. De ce point de vue, il est vrai que, comme l'a dit Nazim, on rentre dans une période sauvage, c'est le mot qu'il a utilisé, et que effectivement plus rien ni personne n'est à l'abri d'une telle infamie et d'un tel dérèglement du droit international. On le voit plus aujourd'hui avec la question iranienne. En ce qui concerne le deuxième sous-sujet que vous avez abordé, Salim, sur la non-condamnation de l'Algérie à travers ce conflit. Tout d'abord, j'aimerais dire que, vous savez, la condamnation, effectivement, elle peut être importante, la condamnation d'ordre politique. Après, il y a les actions à mettre en place. Ce que j'aimerais dire par rapport à cela, c'est que l'Algérie et l'Iran sont liés depuis des décennies. On le voit bien avec la preuve de confiance d'il y a plus de 44 ans, à peu près 45 ans, de l'Iran, quand l'Algérie a réussi à libérer les 54 otages américains. Ça a été le seul pays capable de le faire. Dans le même temps, si l'Iran sait de toute façon que l'Algérie, aussi bien que l'État, que le peuple algérien sont du côté de l'Iran. Il n'y a aucun doute à avoir sur cela. Mais la finesse des Iraniens, la finesse politique et la finesse diplomatique fait qu'il n'y a absolument aucun doute dans leur esprit sur la position de l'Algérie tout entière. Justement, M. Jamal Gessoum, cette position va y revenir parce qu'il y a beaucoup peut-être qui ont, à notre avis, par rapport à le vôtre, c'est vraiment l'Algérie a une position claire par rapport à ce conflit. On va y revenir. Monsieur Rafik Bouhlal, juste un avis sur cette crise, parce que j'aimerais revenir tout à l'heure sur la situation, la position algérienne telle qu'elle est. Mais maintenant, j'aimerais bien avoir votre avis, Rafik, en général, sur ce conflit, ses effets sur le nouvel ordre mondial et sur cette crise qui va toucher et qui est en train de toucher tout le monde pratiquement. Tout à fait, c'est une guerre avant tout qui est illégale, qui n'est pas justifiable. Cela montre l'ogre américain en matière de pétrodollars, sachant qu'après le Venezuela, là on voit avec l'Iran, sans oublier que Donald Trump a des vues de manière ouverte sur le Groenland, ce qui a mis l'Union européenne en marche debout pour essayer de protéger ce bout de terre qui abrite beaucoup de ressources pétrolières, ce qui montre que depuis le retour de Donald Trump, les actions militaires qu'il est en train de mener de manière illégale, encore une fois, et sont motivées uniquement par le pétrole et le gaz. Donc, on est vraiment dans une guerre claire pour spolier les pays producteurs de pétrole et les mettre à genoux. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que aujourd'hui, la plupart des pays européens vont à l'encontre de Donald Trump et refusent de participer
d'une manière ou d'une autre, ou d'apporter une aide militaire d'une manière ou d'une autre à ce conflit qui a eu beaucoup de conséquences, notamment l'explosion du baril du pétrole, l'augmentation des prix des carburants, notamment en Europe, et qui cause beaucoup de soucis au quotidien et quotidienne des 27 des habitants des 27 pays de l'Union membre. Par contre, moi, ce que j'ai remarqué depuis quasiment un mois et quelques jours, c'est que la position de l'Algérie par rapport à ce conflit, elle est à double vitesse. Pourquoi? Parce que l'Algérie a condamné à juste titre l'agression d'Israël contre l'Iran dans cette guerre qui est menée par les États-Unis, mais par contre, elle n'a pas condamné de manière claire et nette l'action des États-Unis contre l'Iran. Et pourquoi? Parce que tout simplement, l'Algérie essaie de jouer l'équilibriste et ne pas, on va dire, énerver l'administration américaine à travers des positions hostiles à leurs actions pour ne pas subir les conséquences éventuelles dans un futur proche. Très bien. Monsieur Nazim Taleb, je reviens maintenant à la position algérienne officielle, hein, parce que peut-être il y a plusieurs avis, même nos invités ont pratiquement toutes, vous avez tous la même position par rapport à l'Iran, comme quoi c'est un pays agressé, donc il a le droit de se défendre. Mais on revient à la position officielle, les déclarations officielles des responsables algériens. J'ai cette vidéo, un petit peu des archives et des déclarations actuelles pour faire une petite comparaison entre les déclarations des uns et des autres. On va écouter cette vidéo. أرحب بأخي إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة التي تربطنا بها علاقات تاريخية مبنية على أواصر الأخوة الصادقة أن أجدد لفخامة الرئيس عزمنا على بذل الجهود الجادة من أجل الرقي بتعاوننا إلى المستوى الذي يعكس بحق الإرادة السياسية المشتركة. في هذا المقام لا يفوتني أن أتجه بأصدق عبارات التضامن إلى الدول العربية الشقيقة التي طالتها الاعتداءات العسكرية الإيرانية غير المبررة وغير المقبولة. الشيء اللي يمس المملكة السعودية مسنا. أي حدث أي كذا نحداه. أنا الكويت عندي علاقة طيبة جدا مع آل جبر. قطر نفس الشيء، قطر نشوف وين وصلنا مع بعض. والتي تميزت بعودة خيار الحرب والتدخلات العسكرية وتجاهل قواعد القانون الدولي. ما عدا القوة الإلهية القاهرة. ما فيش قوة في العالم اللي تقدر تضغط على الجزائر. Monsieur Nazim Taleb, il y a beaucoup qui ont vu qu'il y a cette ambiguïté, il n'y a pas de clarité de la position algérienne. D'autres ils la considèrent comme quoi c'est pragmatique. À votre avis, est-ce qu'il y a une contradiction, une ambiguïté Shengriha qui attaque ceux qui ne respectent pas la loi, le droit international, bien sûr. Apparemment, elle veut dire les États-Unis et Israël. Au moment où le ministre de l'Intérieur et le Tebboune confirment comme quoi on est du côté des pays arabes, au moment où M. Norsi, on a des relations très fortes avec l'Iran, est-ce que vous comprenez la position algérienne, M. Nazim Taleb? Nous, au sein du mouvement Rached, on est contre les discours fleuves des militaires. Ils n'ont pas à faire des discours politiques. Mais dans tous les discours que je viens d'entendre, le plus sensé des discours, c'était celui de M. Shengriha, pour tout à fait être honnête. Il n'a pas nommé effectivement les États-Unis et Israël, mais il dit effectivement qu'il n'y a plus de droit international. Il a tout à fait raison. Et il a dit, effectivement, aujourd'hui, il faut se préparer. Dans une autre partie du discours que j'avais regardé. On va y revenir. On a une petite, à la fin de l'émission, on va revenir à cette déclaration. Vous continuez. Oui, donc... bon, ça, mis à part. Secondo, je ne suis pas d'accord forcément avec votre invité qui a dit qu'on a condamné les pays arabes à juste titre. Je ne crois pas du tout que c'était à juste titre. Il faut rappeler que tous les pays du Golfe, ce qu'on appelle en anglais le GCC,
abrite des bases militaires américaines. Que ces bases militaires américaines sont, pour la plupart, très proches de l'Iran. Elles sont toutes sur le détroit d'Ormuz, ou bien sur toute la partie qui longe les frontières iraniennes. Donc, quand ces bases sont utilisées pour collecter de l'information, faire des radars qui coûtent des centaines de millions de dollars, d'ailleurs un qui a été détruit au Bahreïn coûtait 1,2 milliard, quand ces pays permettent le décollage des avions pour bombarder l'Iran, quand c'est des pays qui abritent la CIA, tous les services de renseignement, notamment les Émirats qui abritent le Mossad, plus particulièrement. Donc je ne vois absolument pas comment on peut laisser le choix à l'Iran et je ne vois absolument pas comment l'Iran peut ne faire autrement que de bombarder. Monsieur Nazi, peut-être ça pour expliquer quelques-uns qui Non, parce que c'est important. C'est important pourquoi? Parce que je veux revenir justement à la position officielle algérienne. La position officielle algérienne, on va dire que Trump, ils ont tous peur de Trump. Bon, à la limite, on peut comprendre. Mais dans ce cas-là, la position, elle n'est pas compréhensible dans le sens où, admettons, ils veulent condamner l'agression iranienne, mais en même temps, condamner quand même l'agression américaine et israélienne sur l'Iran. On ne peut pas condamner d'un côté l'agression iranienne sur les pays arabes et omettre de condamner ce qui a mené justement à l'attaque iranienne sur les pays du Golfe. Et bien sûr, bien évidemment, c'est les États-Unis et Israël qui ont mené, encore une fois, une guerre de choix. Ils n'étaient pas du tout menacés dans leur existence ni dans leur sécurité. Encore une fois, la position algérienne, et on le voit depuis des mois, ce n'est pas nouveau, depuis des mois, on voit que la diplomatie algérienne, elle a reculé énormément, aussi bien sur le Sahara, aussi bien sur Gaza, aussi bien sur Maduro. Maduro, rappelez-vous, ils ont parlé d'arrestation. Ils n'ont pas parlé de kidnapping, d'une violation flagrante du droit international, comme si on pouvait aller dans un pays, kidnapper son président et circuler, rien à voir. L'Algérie elle a été absente, ne serait-ce que pour condamner cela. Et encore une fois, très absente, non seulement pour condamner l'attaque injustifiée et criminelle des États-Unis et d'Israël sur l'Iran, mais aussi elle n'a même pas condamné les meurtres de civils. Encore une fois, il y a eu le premier jour du bombardement, pratiquement 170 élèves, filles, qui ont été massacrés. L'Algérie pouvait au moins le dire. Et ce qui est dommageable, c'est qu'on voit des alliés des États-Unis, notamment l'Espagne en premier, qui a été suivi par d'autres pays de l'Union européenne, qui ont eu quand même une position très respectable. Donc je ne vois pas comment un allié des États-Unis peut avoir des positions courageuses, notamment interdire leur espace aérien au survol des vols des avions américains, et l'Algérie qui a, encore une fois, cet héritage, cet historique d'un pays qui est dans le non-alignement, contre l'impérialisme, le colonialisme, les agressions guerrières qu'on a pu voir les 30 ou les 40 dernières années, être complètement effacé par rapport à un dossier aussi crucial pour l'Algérie, compte tenu, comme l'a dit votre invité, des relations historiques entre l'Iran et l'Algérie. Très bien. Monsieur Djihad Halimi, à votre avis, est-ce que nous, les Algériens, parce qu'on a l'habitude d'un discours triomphant, comme le président de la République l'avait dit, comme quoi Marrakech, à part le bon Dieu, personne ne peut influencer l'Algérie sur ses décisions. On a l'Alam Koulou Yatarf, comme quoi l'Algérie est une puissance. C'est ça le discours que les Algériens entendent chaque matin, chaque soir, surtout à 8h, et le discours du président. Donc nous, on a l'habitude d'être un pays puissant, on est reconnu, comme quoi tout le monde a peur de nous. Et en voyant ces positions algériennes, comme l'avaient dit ceux qui vous ont précédé, ambiguïté, ils ont peur, ils ne savent pas exactement ce qu'il faut faire. Est-ce que vous pensez que c'est ça la contradiction que les Algériens, c'est difficile pour eux de comprendre?
Le double discours, c'était toujours un outil de gouvernance chez nous. On dit que notre constitution nous permet de manifester, alors que la réalité, c'est autre chose. Ces discours-là, par rapport aux affaires étrangères des dirigeants, c'est dirigé vers la consommation locale. C'est beaucoup plus pour y aller chercher la sympathie des gens envers les dirigeants localement. Mais par rapport à l'étranger, on voit très, très bien qu'on est dans le mode de passer silencieux, de ne pas s'attirer les foudres de Donald Trump ou de l'État sioniste. À mon avis, la diplomatie, elle a deux paramètres extrêmement importants qui sont soit les principes, soit les intérêts. Pendant longtemps, on était fiers de notre diplomatie en Algérie parce que on suivait beaucoup plus les principes, quoique ça nous coûtait vraiment très, très cher. Par exemple, la cause palestinienne, il y a un consensus autour de cette question, que ce soit au niveau de la population, et les dirigeants, ils sont obligés de suivre ça parce que ça sera vraiment suicidaire d'y aller à l'encontre de ce point. Maintenant, je pense qu'on voit que nos dirigeants, ils se dirigent beaucoup plus vers les intérêts. Ce qui est en jeu, c'est gros. Par exemple, on a des négociations, par exemple, avec les Américains concernant le Sahara occidental. On a des problèmes au Sahel. Donc, ils ont choisi les intérêts les intérêts, du moment. Monsieur Halimi, quelqu'un va dire comme quand tant mieux, si c'est pour les intérêts de la population, si c'est pour l'intérêt de l'Algérie, eh ben tant mieux, pourquoi pas. C'est ça, vous pensez que c'est pour les intérêts de l'Algérie et de ses citoyens, de ses positions diplomatiques algériennes? Je pense que votre sujet prochain va montrer que la survie du régime est extrêmement importante pour eux. Puis si ça ramène de la stabilité, ben, tant mieux. Mais la survie, elle est extrêmement importante. Mais encore une fois, quand on voit le discours de Tebboune, par exemple, quand le président iranien est venu, on est là pour vous et tout ça. Puis à un moment donné, notre réputation va être entachée parce qu'on va être défini comme un partenaire qui n'est pas fiable. On vous lance des beaux mots quand ça va bien, mais quand ça va mal, on n'est plus là. Et malheureusement, c'est ça ce qui arrive ces jours-ci. Monsieur Djamel Gessoum, à votre avis sur ce sujet qui est très sensible et important, hein, est-ce que vous pensez qu'il y a un discours pour la consommation interne, pour gonfler, si je peux dire, le barnouche des Algériens? Voilà, on est les meilleurs, on est les grands, on est personne, tout le monde a peur de nous. Et la réalité du terrain, les contradictions, on est avec l'Iran, on est avec l'Arabie Saoudite, on va la protéger, on va protéger le Qatar, on va protéger le Koweït et... Vous pensez qu'il y a un double discours dans ce sujet? Justement, je comptais arriver sur la question du double discours que vous venez d'évoquer, Salim, mais qui a été évoqué aussi par le frère Jihad. Vous savez, j'aimerais vous dire que la question du double discours, elle est souvent avancée quand il y a surtout une double audition. C'est-à-dire que lorsqu'il y a ce que vous percevez comme un double discours, vous l'entendez d'une manière différente et donc différente de la réalité. J'aimerais aussi dire que les relations internationales et les relations diplomatiques sont, je dirais, organisées aussi en fonction de la marge que vous voulez vous donner. Vous savez, il est habituel dans les pays occidentaux, dans l'ensemble des pays occidentaux, c'est de dire que quand il se passe quelque chose, que ce soit légitime ou pas, condamner. Ah, il faut absolument condamner. Ça, c'est une question c'est une posture beaucoup plus occidentale que maghrébine et arabe. Et donc, l'audition que moi j'ai, qui n'est pas la vôtre visiblement, c'est que l'Algérie, comme dans toutes ses relations internationales, se garde de donner des positions tranchées, même si elles sont connues de tous et de toutes, et même des Américains, pour se laisser une marge de manœuvre possible. Je ne vais pas dire que nous allons revenir à 1979, lorsque l'Algérie avait concouru à la libération des 55 otages américains, mais la position de l'Algérie, moi je trouve, au contraire, donc nous avons vraiment une audition complètement différente, elle est très fine parce que elle se donne toujours cette possibilité. Elle le fait aussi lorsqu'il s'agit de la question de la Russie et de l'Ukraine. Elle se donne toujours la possibilité, à un moment ou à un autre, de jouer un rôle médiateur ou pas. Mais en tout cas, elle se laisse cette possibilité. Ensuite, en ce qui concerne le discours intérieur ou pour le discours pour l'extérieur,
malheureusement, l'État algérien n'a pas encore acquis cette finesse. Donc, j'aurais aimé qu'il puisse y avoir un discours interne et un discours externe, mais ça n'est pas le cas. Je voudrais aussi revenir sur ce qu'a dit Nazim, et qui est tout à fait juste sur la question des pays, notamment l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Émirat Arabe Unis, c'est qu'effectivement, en permettant aux Américains d'utiliser leurs terres, ils se posent en belligérants de cette guerre. Et donc, ils ne pouvaient pas non plus ne pas attendre qu'il y ait un retour de bâton de l'Iran. Mais là, ce qui a permis, c'est aussi important de le savoir pour eux, c'est que les États-Unis, avec tout leur arsenal militaire et de défense, Nassim a rappelé effectivement le radar à 1,2 milliard de dollars qui a explosé en vol, eh bien, ça permet en tout cas de démontrer aux pays arabes du Golfe que les États-Unis ne sont pas les gardiens de la sécurité des pays du Golfe. Je pense que ça, c'est une leçon intéressante. Très bien. Monsieur Djamal Ghessem, il y a beaucoup d'observateurs, si je peux dire, qui ont remarqué que ce n'est pas que la contradiction entre le discours interne et l'externe, même entre civils et militaires, surtout ces derniers jours. On a entendu Sayoud, on a entendu les déclarations de Attaf qui a participé à la réunion des ministres des Affaires étrangères arabes. Tous, ils ont condamné clairement l'Iran dans leur attaque non justifiée contre les pays arabes. De l'autre côté, le côté militaire, Chengriha, lui, il était clair, il était contre ceux qui ont bafoué le droit international. Vous pensez que c'est un double langage, c'est une tactique, ou peut-être il y a des avis qui ne sont pas vraiment, si je peux dire, chronolisés entre les deux camps? Non, justement, là, ça n'est plus un double discours ou une double audition, mais là, c'est une double vision. C'est-à-dire que un État s'organise dans sa communication. Là, pour le coup, c'est bien joué. S'organise pour que une personne, selon sa position, va dire certaines choses et d'autres choses vont être dites par d'autres institutionnels. C'est le cas de Saad Chengriha, qui lui, évidemment, porte la casquette de l'armée. Et donc, il est plus, je dirais, sa position ne sera pas ressentie dans les pays occidentaux comme étant une position politique algérienne au sens civil du terme. Et donc cette finesse, justement, honore quelque part la position de l'État algérien dans ces questions. Mais je le dis et je redis, il n'y a absolument aucun doute sur l'État iranien. L'État iranien n'a aucun doute sur la position de l'Algérie, mais elle ne le fait pas comme les autres, parce que ce que vous venez de dire, Salim, est très très intéressant. C'est-à-dire que vous dites que beaucoup de pays arabes ont condamné, parce que évidemment, quand on ne peut pas jouer un rôle de médiation ou autre, vous pouvez condamner comme vous voulez. Mais quand vous pensez, et je pense que c'est possible, que l'Algérie joue un rôle même en souterrain, vous évitez de prendre des positions tranchées, même si vous les pensez vraiment. Et donc, l'Algérie, là, je le dis de la manière la plus claire, joue un jeu très fin. C'est plutôt de la bonne diplomatie que fait l'Algérie. Donc, elle laisse le champ ouvert à la discussion. Elle a joué ce rôle pour ces deux pays il y a plus de 45 ou 46 ans. Peut-être que ce sera aussi possible cette fois-ci, car l'Iran a confiance en l'Algérie. L'Iran n'a pas confiance aux pays arabes. Très bien, Djamal. Monsieur Rafik Bouhlal, quelques-uns voient comme quoi c'est une diplomatie à double vitesse, que l'armée, Chengriha essaie d'imposer sa position, la position de l'armée, en insistant sur le droit international, au moment où les autres, le civil, si je peux dire, lui, il a peut-être une autre condamnation. Pour monsieur Djamal Ghessem, pour lui, c'est une finesse, c'est une diplomatie de finesse, c'est très intelligent. Comment vous concevez, monsieur Rafik, cette position? Alors pour ma part, c'est une position qui est effectivement à double vitesse, c'est à double discours. Un discours destiné à la consommation interne pour caresser dans le sens du poil la fierté exacerbée des Algériens en général, et dans une réalité plus amère, un discours destiné à l'extérieur où il est beaucoup plus modéré et qui fait en sorte de ne pas énerver les grandes puissances pour un simple but, à savoir protéger leurs intérêts personnels et non pas l'intérêt suprême des Algériens
et de l'Algérie. Et pour preuve, on a sur le dossier du Sahara occidental où la diplomatie algérienne n'a pas hésité une seule seconde à monter au créneau avec la France, rompre les relations et créer une crise diplomatique qui dure depuis 2 ans et qui dure encore. Elle n'a pas hésité à rompre le traité de paix et d'amitié avec l'Espagne. Elle n'a pas hésité à sortir des communiqués officiels pour invectiver l'Angleterre. Mais à ce jour, elle n'a jamais osé aller à l'encontre des États-Unis et du président Trump, qui a lui-même reconnu la reconnaissance du Sahara occidental et qui est à l'origine du projet de loi qui est passé aux Nations Unies. Monsieur, Donc là, même ces positions, M. Rafik, vous parlez de la France, de l'Espagne et autres, à la fin, l'Espagne et la France n'ont pas changé de position. Mais malheureusement, c'est nous qui on change et on a changé de position et on est retourné vers ces 2 pays. On a repris les contacts, on a repris les relations diplomatiques sans que les autres pays changent de position. C'est pas si c'est positif cette position, c'est plutôt négatif. C'est plutôt négatif, je l'avais dit sur votre plateau à plusieurs reprises, et cela a créé plusieurs débats entre moi et vos invités, notamment avec Sigsoum, dans le sens où, à la fin, on est revenu à la position initiale, parce que je l'ai toujours dit que malheureusement l'Algérie n'a pas les moyens diplomatiques et internationaux de rentrer dans des conflits avec des pays très puissants économiquement, très puissant diplomatiquement, et la finalité, c'est que l'Algérie a perdu des centaines de millions de dollars en matière d'échanges économiques avec les pays respectifs, et à la fin, on est revenu au même point de départ. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, la position de l'Algérie au niveau international par rapport à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, où elle s'est même proposée d'être un médiateur, personne ne l'a calculé parce qu'ils savent que malheureusement, je reprends les déclarations du ministre Lavrov des Affaires étrangères, où il a déclaré de manière claire et nette que l'Algérie n'a ni poids ni position et autres. Donc c'est une réalité amère que les Algériens de l'intérieur doivent comprendre. Et pour revenir au sujet de l'Iran, c'est tout le monde, toute la planète est d'accord que les États-Unis ont agressé de manière claire et nette l'Iran. L'Iran, dans sa riposte contre les États-Unis et ses alliés, rappelons qu'elle n'a pas bombardé des installations civiles en Arabie Saoudite, au Koweït ou autre, mais elle a touché des bases militaires américaine. Donc, de condamner les attaques iraniennes contre ces pays-là n'est pas justifié parce qu'encore une fois, les États-Unis utilisent ces bases militaires pour les attaquer et elle avait que le droit de se défendre, malheureusement pour eux. Et surtout, si on remarque depuis les derniers jours, que le discours de Donald Trump est devenu plus insultant et plus virulent à l'encontre des pays de ses alliés, notamment la France, où il a pas plus tard qu'avant-hier évoqué le fait que la France refuse de leur prêter une aide, de dire que Macron est en train toujours de récupérer de la droite que son épouse lui a mis lors d'un voyage international. C'est un comportement qui est inélégant de la part d'un président de la deuxième puissance mondiale économique et de la première puissance mondiale militaire. Très bien. On passera au deuxième sujet. Donc la transition est faite, on va parler de l'intérêt de l'Algérie, les priorités du pouvoir algérien, puisqu'on va revenir à cet accord, à cette visite d'abord de la TAF en Belgique et ces accords qui ont été signés entre les deux pays. Surtout, il y avait 2 accords qui ont créé la polémique. On va voir cette vidéo. Nous avons signé aujourd'hui 2 nouveaux accords.
Le premier portant suppression des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services, et le second visant à encadrer la coopération en matière de mobilité des personnes entre nos deux pays. Et le second visant à encadrer la coopération en matière de mobilité des personnes entre nos deux pays. Monsieur Nazim Taleb, votre avis sur ce sujet, parce que ça a créé une grande polémique sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'Algériens ont accusé l'Algérie de passer en priorité l'intérêt de cette élite, je peux dire, du pouvoir, à ceux qui ont ces passeports, ce fameux passeport diplomatique, et beaucoup accusent l'Algérie de donner ces passeports à tout le monde, à toute la famille, aux membres de la famille de ces dirigeants, et l'accord d'accepter les Algériens sans papier. C'est quoi votre avis, M. Nazim, sur ce sujet, et cette polémique surtout? Bon, juste très rapidement, une rectification, peut-être que j'ai mal compris, donc du coup, M. Bouhlel, parce qu'il avait dit que Sayoud avait condamné l'agression de l'Iran sur les pays arabes à juste titre. Moi, donc j'avais compris que les attaques de l'Iran sur les pays du Golfe étaient justifiées. Donc apparemment, d'après quand j'ai écouté son intervention, je crois que c'était le contraire, que l'Iran, à juste titre, a attaqué les pays arabes. Donc on est tout à fait d'accord sur ce point. Alors, donc le régime algérien, il fait en fait ces petites emplettes. C'est-à-dire, ils sont allés déjà en Slovaquie, je crois, ils avaient fait le même accord, mais apparemment la Slovaquie, pour la nomenclatura algérienne, à savoir les diplomates, les gens des services secrets, parce que là, il dit les personnes détenteurs des passeports diplomatiques et services. Slovaquie étant un peu loin, donc on se rapproche un peu plus de la France, et bien sûr, il vient à l'esprit la Belgique. Et encore une fois, on voit que ce régime sert ses intérêts propres à ce régime illégitime, à ce régime qui détient des biens en France, tel qu'elle a révélé d'ailleurs à l'époque certains médias français, notamment le président du Sénat, Gougil et d'autres, où on voit qu'ils sont détenteurs de biens en France. Certains, ils sont détenteurs de fonds de commerce, ils ont un business. Et bien sûr, ils partent à la télé vous dire combien la France n'est pas bien, elle a tué les Algériens, et il faut se rassembler, il faut constituer un front commun contre le colonialisme français. On l'a vu, bien sûr, avec l'abandon de la criminalisation et de la demande d'indemnisation de la France concernant la colonisation dont a fait l'objet l'Algérie depuis 1830 jusqu'à 1962, qui a bien sûr causé des millions de morts, des destructions en milliards de dollars, la dépossession des Algériens, l'aliénation des Algériens, les Algériens qui étaient considérés comme des infra-humains. Voilà, donc on passe à autre chose, et là on fait encore une fois du business. On va en Belgique, voilà, vous nous enlevez le visa à tous les présidents, les ministres, tous ces mafiosos et ces incompétents et ces des gens qui ont pris le pouvoir par la force contre la volonté du peuple. Donc vous nous enlevez le visa à tous ces gens-là, et par contre nous, on va bien vous rapatrier les Algériens qui sont sans papier. Et rappelons-nous, les Algériens, s'ils partent sans papier, c'est pas parce que l'Algérie, ils n'aiment pas l'Algérie, c'est juste que les conditions de vie en Algérie sont malheureusement insupportables. La cherté de la vie, le chômage de masse, la hagara, le manque de liberté d'expression. Vous faites un post sur Facebook, ne serait-ce que pour dénoncer le maire ou un wali, vous vous retrouvez en prison, 50 prisons. Et voilà, c'est ça le régime illégitime algérien, c'est ça le régime de Tebboune, l'Algérie nouvelle, c'est-à-dire au détriment des Algériens, les Algériens, pour avancer nos intérêts à nous, c'est-à-dire la classe dirigeante algérienne. Très bien. Monsieur Djed Halimi, est-ce que vous comprenez cette polémique? Le pouvoir, ça donne une idée de la mentalité du pouvoir algérien, surtout la communication. Ils ont relié en même temps les deux accords. S'ils avaient au moins pensé un petit peu à un accord pour les passeports diplomatiques, après le lendemain, on peut essayer de communiquer sur
le retour des sans-papiers, mais en le reliant comme ça a créé une polémique, ça donne l'idée de la priorité de ce régime algérien. Est-ce que vous comprenez cette, je peux dire, zaf des Algériens sur les réseaux sociaux en rattachant ces deux accords en même temps? Ah, on ne vous entend pas, monsieur. Je crois, monsieur Halim, on ne vous entend pas. Je crois que vous êtes sur le mute. Monsieur Halim, on ne vous entend pas. Vous êtes mute. Je ne sais pas si vous êtes silencieux. Micro. Le micro n'est pas activé, je crois, monsieur Halim. On va voir c'est quoi le problème. Je vais passer à M. Jamal Gussom parce qu'on ne vous entend pas, M. Djihad Halimi. Si Jamal Gussom, est-ce que vous comprenez cette polémique en reliant ces deux accords? Vous me donnez le visa, son visa pour les détenteurs de passeports qui sont vraiment une toute minorité de la population algérienne, ceux qui sont... C'est pas n'importe quel Algérien qui peut avoir un passeport diplomatique, et a annoncé comme quoi, voilà, on accepte les Algériens si vous les refoulez, surtout avec des informations comme quoi on peut envoyer plusieurs personnes dans le même vol. Il y aura aussi un Algérien qui va accompagner ces Algériens refoulés si jamais ils ne veulent pas être refoulés. Tout ça, ça crée cette polémique, cette idée comme quoi l'Algérien, ou plutôt l'Algérien passe son deuxième plan par rapport à ses intérêts, à leurs propres intérêts. Oui, alors tout d'abord, j'aimerais dire juste à Nazim Taleb que passeport de service, puisqu'il a dit les deux, c'est pas un passeport de service secret, ça n'a rien à voir. Un passeport de service, ça peut être un cadre du ministère de la Culture qui va pour mettre en place une activité culturelle algérienne en Belgique. Donc, c'est pas le passeport de service secret algérien. Voilà, ça c'est la première des choses. Ensuite, sur la question de la concomitance de ces deux accords, d'ailleurs vous m'avez devancé, Céline, puisque c'était prévu que ce soit mon propos, la difficulté, parce que les deux sujets pris séparément ne me posent absolument aucun problème, tant sur la question des passeports diplomatiques et les passeports de service que la question d'organiser de la meilleure manière possible, parce que quand on se fait arrêter, surtout en Belgique, les gens restent dans le centre de regroupement des personnes interpellées dans le cadre de leur clandestinité. Et donc, ces deux sujets pris séparément ne me pose absolument aucun problème. Et il est préférable d'avoir un système d'organisation pour ramener ces personnes en Algérie. Mais là où je partage ce que vous avez dit, Salim, c'est que le problème est là, pour le coup, je dis qu'il n'y a pas eu de finesse diplomatique du tout, c'est d'avoir effectivement mis en exergue, en évidence et en concomitance ces deux accords. Ils auraient dû, comme vous le dites, Salim, les séparer complètement. Rien n'empêchait de séparer de 15-20 jours ces deux accords, quoique je pense que vous invitez de toute façon mais vous serez d'accord, M. Jamal, vous serez d'accord avec moi que c'est les 700 Algériens qui sont en prison en attente d'être refoulés. Si vous essayez de leur demander, personne n'a accepté de retourner librement en Algérie. Vous serez d'accord avec moi? Non seulement, ils n'ont pas accepté, vous parlez des 700, mais l'appel du président de la République, Abdelmajid Tebboune, vous savez, quand il avait fait cette Moussalaha, il y a à peu près 2-3 mois, mais c'était évident que personne n'allait rentrer. Attendez, les jeunes qui sont partis, ou les moins jeunes qui sont partis d'Algérie, c'est pour vivre mieux. Et le président de la République dit vous pouvez rentrer en Algérie, vous n'aurez aucun problème. Mais 99% n'ont pas de problème judiciaire. Ils sont partis parce que nous avons un gouvernement qui est incapable de faire les choses. Et ça me permet de faire un lien avec Nazim Taleb qui parlait de un tweet ou un post Facebook, on se retrouve en prison. Mais écoutez, moi ce que je dis à partir de Paris, je le dis ici aujourd'hui à partir de l'Ouest, et je suis là pour un mois et je dirais exactement la même chose. Et donc de ce point de vue, malgré les critiques que j'apporte sont des critiques objectives, je n'ai pas de problème. Et normalement, je devrais en avoir. D'ailleurs,
entre nous, hein, ma mère me dit toujours arrête de parler, ils vont t'emprisonner. Et je leur dis non, راني في بلادي, alhamdoulilah. Donc voilà ce que je veux dire, c'est que non seulement je trouve dommage et regrettable. C'est très classique, Jamal. Monsieur Djed Halimi, je reviens à vous, puisqu'on me dit comme quoi votre micro maintenant, il marche bien. Monsieur Djed Halimi, vous avez entendu l'avis de Jamal Gusso, monsieur Nazim Taleb. Pour vous, c'est quoi? C'est une manque de finesse. La diplomatie, je ne savais pas comment passer ces accords à l'opinion publique, ou plutôt c'est la priorité du pouvoir. Ils s'en foutent, c'est pas comme quoi il ne sait pas comment passer l'information, mais pour lui, c'est ça la priorité, c'est d'avoir ces passeports diplomatiques et les autres, on peut les accueillir chez nous. C'est quoi votre avis? C'est quoi votre avis sur cette polémique? Premièrement, Khouya Salim, j'aimerais bien dire que je suis un Algérien qui vit à l'étranger, puis je ne vois pas de Joseph Blaine. Quand il y a quelque chose de bien, je dis que c'est bien. Quand il y a quelque chose de mal, je dis que c'est mal. Puis quand il y a quelque chose de bien, je laisse mon tour parce que je sais qu'il y en a bzaf le moumnin fdzaïr qui vont répéter ces bonnes choses. Donc c'est pour ça, on se concentre sur les choses moins bonnes, négatives. Donc ça ne veut pas dire qu'on est négatif, qu'on va tordre la réalité pour dire les choses négatives. Donc ça, j'aimerais bien que ça soit clair. On aimerait bien que l'Algérie soit forte, avec des institutions fortes, avec une économie forte, même avec un régime autoritaire. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc ça, c'est un point. Maintenant, quand j'entends parler de ce genre de règlement-là, je suis fâché en tant qu'Algérien et je comprends pourquoi les citoyens sont fâchés. Peut-être qu'il s'agit d'un manque de finesse, mais c'est une manifestation claire des priorités de ce régime. Ils sont capables de sacrifier le bien-être, l'avenir d'une partie de la population pour des privilèges à leurs membres, l'élite. Il faut se rappeler pourquoi ces jeunes-là ont quitté l'Algérie. Ils ont quitté l'Algérie parce qu'ils ont abandonné un système éducatif où ils sont le fruit d'un système éducatif qui n'a pas fait sa job bien comme il faut. Donc, par exemple, les gens qui sont responsables de bâtir un système éducatif correct, qui est capable de former des gens qui seront fonctionnels dans l'économie algérienne, ces gens-là, ils n'ont pas fait leur travail bien comme il faut. Et pour eux, c'est pas un problème parce qu'ils envoient leurs enfants étudier à l'étranger. Les Algériens ont quitté l'Algérie parce que, à cause par exemple, crise de transport, on voit que la circulation à Alger, elle est infernale. Mais les gens qui sont supposés faciliter cette circulation-là, eux, ils circulent avec des gyrophares, ils n'ont pas ce problème-là. Ça, c'est l'élite. Et les gens qui sont supposés améliorer la situation internationale de l'Algérie avec une économie forte, des enjeux, où est-ce qu'on devient un joueur important dans les enjeux internationaux, ces gens-là, ils n'ont pas fait leur job et c'est pour ça qu'on est en train de demander des visas ailleurs. Maintenant, toute cette élite-là qui n'a pas fait son travail, aujourd'hui, on a sacrifié ces jeunes Algériens qui ont quitté l'Algérie pour chercher un avenir meilleur ailleurs, juste pour leur donner ce privilège-là d'y aller visiter l'étranger et d'y aller faire du shopping ou d'envoyer leurs enfants avec des passeports diplomatiques se faire soigner ou se faire éduquer ailleurs. Moi, ça m'enrage parce que ces gens-là qui n'ont pas fait leur travail, aujourd'hui, on les privilégie, on leur donne des privilèges sur le dos des haragas qui sont, par exemple, il faut se rappeler que l'Angleterre, dans le temps de la découverte de l'Amérique, ils ont envoyé des orphelins pour populer l'Amérique. Donc le phénomène des haragas, c'est bénéfique pour l'Algérie à l'avenir, tant qu'on n'exporte pas des criminels et tout ça. Les gens qui vont travailler, s'installer dans ces pays à l'étranger vont constituer une diaspora qui va aider l'Algérie. Donc malheureusement, aujourd'hui, on les sacrifie pour quelques privilèges, pour des gens qui sont là d'une façon illégitimes et qui n'ont pas fait leur travail. Donc c'est enrageant et je comprends la population algérienne. Très bien, M. Halimi, on va devoir partir pour une petite pause de quelques minutes. On revient pour continuer la deuxième partie. Restez avec nous.